Bonjour et bienvenue à notre émission Génie en herbe, l'édition littérature du Cégep Gérald Godin. Alors, 4 étudiants de sciences nature se sont réunis afin d'étudier le livre de Marie Scondé, Moi, Tituba sorcière, afin d'établir un lien entre ce livre et la biologie grâce à des extraits que nous avons sélectionnés. Pour débuter, nous avons choisi un bout de texte à la page 22 entre les lignes 3 et 10, où Manaya, la dame qui s'occupait alors de Tituba, apprend à elle ses connaissances approfondies sur les plantes. Cette connaissance va influencer grandement le restant de l'histoire. Textuellement, l'extrait se lit ainsi. Maniaya m'apprit les plantes, celles qui donnent le sommeil, celles qui guérissent plaies et ulcères, celles qui font avouer les voleurs, celles qui calment les épileptiques et les plongent dans un bienheureux repos, celles qui mettent sur les lèvres des furieux, des désespérés et des suicidaires des paroles d'espoir. Le thème principal de cet extrait est la maladie, avec les mots suivants: plaies, ulcères, épileptique, repos, guérisse. Dans nos cours de bio, on apprend que la vie provient des séries de réactions chimiques qu'on appelle la voie métabolique. Par exemple, de la glucose est transformée en pyruvate, qui est ensuite transformée en acétyl-CoA, afin que le corps puisse tirer l'énergie chimique contenue dans cette substance. Ces transformations sont régies par des protéines qu'on appelle enzymes. Par exemple, dans la glycolyse, une étape importante de la respiration cellulaire, du fructose 1,6-diphosphate est coupé en deux pégales par l'enzyme aldolase. Le pégale va continuer dans la voie métabolique de la respiration cellulaire pour être transformé en énergie éventuellement. Mais si on absorbe un poison, il pourrait agir comme un inhibiteur et empêche le fonctionnement normal de pégale. Dans ce cas-là, du pégale ne peut pas se produire et on est malade. Un médicament pourrait affaiblir le lien entre le poison et l'enzyme, rendant l'enzyme fonctionnelle à nouveau, et le corps en santé. Mais expliquez-nous, quel est le lien entre la biologie et l'extrait que vous avez lu? Le lien le plus important entre cet extrait et la science de la nature est la propriété médicale d'une plante. Évidemment, un végétal peut avoir des composantes qu'un médicament synthétique qu'on utilise de nos jours pour régler certaines maladies. Donc, qui dit médicament dit également une réaction chimique. Ici, nous parlons des réactions chimiques que les remèdes ont sur le corps humain. Par exemple, les plantes qui donnent le sommeil se comparent aux médicaments aujourd'hui qui se nomment somnolents. Les onguents ou les crèmes onguantes qui guérissent les plaies et les ulcères sont également accessibles facilement dans les pharmacies. Nous pouvons même retrouver certaines qui sont encore à base des plantes. Crèmes onguantes plutôt naturelles. Pour calmer les épileptiques, il y a des médicaments sous ordonnance donnés à ces gens atteints. En fait, bien bizarre que cela puisse apparaître, les médicaments qui contrôlent le bonheur aussi sont disponibles à l'époque dans laquelle nous vivons, sous le nom d'antidépresseurs. Évidemment, nous venons de démontrer ici que l'extrait est bel et bien explicable et justifiable. Cet apprentissage que fait Tituba à propos de la connaissance des plantes est positif à ses yeux puisqu'il sert à aider les gens autour d'elle. Maniaya ne lui apprendra jamais à faire le mal autour d'elle et Tituba ne voudra jamais se servir de ses dons et connaissances pour s'aimer le mal. Par contre, le point de vue du texte, comme de cet extrait dans le roman au complet, est pas complètement positif. Il est plutôt négatif et mauvais, puisque le savoir des plantes est la connaissance, et que la connaissance du monde naturel est très mal vue et épeurant pour la société dans laquelle Tituba va se retrouver tout au long du récit. Les gens sont tellement ignorants qu'ils en vénèrent presque leur ignorance en condamnant le savoir. Au lieu d'essayer d'écouter, ils ne le font pas parce qu'elle est noire, évidemment, et de comprendre que ce qu'elle fait n'est pas pour être méchante, mais bien aider autour d'elle. Ils lui demandent des faveurs personnelles, parfois odieuses, elle-même, et l'accusent d'être une sorcière. Le savoir des plantes n'est pas de la sorcellerie, mais bien de la science. Le texte de Wittling choisi est réaliste selon un lien avec la médecine. Mais il faut avouer que ce n'est pas un réflexe premier à personne d'aller se cueillir lorsqu'on a l'impression que quelque chose ne va pas bien. Il faut donc se demander si c'est réaliste en 2016. Par contre, du point de vue de l'auteur, l'extrait peut avoir une tournure moins réaliste puisqu'elle parle un peu de sorcellerie et de trucs qui ne sont pas scientifiquement prouvés comme possible. Comme lorsqu'elle dit que il y a des plantes qui font avouer les voleurs. On n'a pas encore la technologie pour prouver que ça c'est vrai et il n'y a pas de médicaments qui font avouer les crimes aux gens. Maintenant, nous avons analysé les figures de celles qui se retrouvent dans cet extrait.
Premièrement, l'extrait comporte une anaphore, qui est la répétition d'un même thème au début de la phrase, du mot sel. Cette figure de style insiste sur le fait qu'il y a plus qu'une seule plante qui peut aider à la guérison de toutes sortes de maladies ou de blessures et que chacune a une tâche propre dans ce travail de réparation du corps. Il y a également l'énumération des furieux, désespérés et des suicidaires à la fin de l'extrait, dans la 9e ligne. Il souligne que les remèdes des plantes ont des effets sur plusieurs types de personnes et qu'elles sont effectives non pas seulement sur les blessures ou des maladies physiques, mais aussi sur les maladies mentales. Maintenant, nous allons analyser l'extrait 2. Quel est le lien entre la biologie et l'œuvre de Marie Scondé vous pouvez tirer dans l'extrait 2? Premièrement, cet extrait qui se trouve dans la page 18, entre la ligne 9 et 18, parle de Tuba qui vient de découvrir qu'elle donne du malheur à sa mère à chaque fois qu'elle s'approche d'elle, parce que sa mère se rappelle de son viol et du marin qu'il a possédé sur le pont Kreisky. Alors, l'extrait numéro 2 se lit comme suit. J'avais beau être mal sorti, c'est-à-dire le teint à peine rougeâtre et les cheveux carrément crépus, je ne cessais pas de lui remettre en esprit le blanc qu'il avait possédé sur le pont du Kreisky, au milieu d'un cercle de marins, voyeurs obscènes. Je lui rappelais à tout instant sa douleur et son humiliation. Aussi, quand je me blotissais passionnément contre elle, comme même à le faire les enfants, elle me repoussait inévitablement. Cet extrait nous amène à parler de la génétique mendélienne, et surtout dans la phrase qui dit « Peut-être quand j'atteignais 5 ou 6 ans, j'avais beau être mal sorti, c'est-à-dire le teint à peine rougeâtre et les cheveux carrément crépus, je ne cessais pas de lui remettre en l'esprit le blanc qu'il avait possédé sur le pont du Kreisky. » Mais avant de parler sur la génétique, nous devons parler absolument de la méiose. Lorsqu'on parle de la méiose, on parle du cycle de vie. Premièrement, ça commence avec la fécondation. Admettons que le marin, c'est la première génération issue et Tituba est la deuxième génération. Ces deux générations ont des parents, qui sont des parents du marin. Nous allons parler du marin car c'est le même processus pour les deux êtres vivants, soit Abena ou le marin. Et ici, un spermatozoïde qui contient 23 chromosomes du père va féconder un ovule qui contient 23 chromosomes. C'est l'ovule de la mère. Pour créer un zygote diploïde qui contient 46 chromosomes. Mais maintenant la question, d'où ça vient les 23 chromosomes si l'être humain reçoit de ses parents une cellule de 46 chromosomes? La réponse à cette question se trouve dans le concept de la méiose. Ce processus qui se divise en deux phases, soit la méiose 1 et la méiose 2, se déroule comme suit. Une cellule dans les gamètes, soit le testicule chez l'homme ou les ovules chez la femme, soit le testicule chez l'homme ou les ovules. Ces chromosomes s'alignent l'un à côté de l'autre ou l'un par-dessus de l'autre et chacun de ces chromosomes se dédouble de façon qu'ils soient collés. Ensuite, les deux chromosomes qui se trouvent l'un à côté de l'autre échangent leurs gènes en ce qui est appelé l'enjambement. Comme c'est illustré ici, le vert, ce sont le chromosome qui contient les gènes du père et le violet, ce sont les chromosomes qui contiennent le gène de la mère. Ici, l'enjambement a causé qu'une partie du chromosome de la mère est allée au chromosome du père et vice-versa. Puis cette cellule qui contient maintenant 92 chromosomes, résultat du dédoublement, se divise en deux cellules diploïdes, en deux cellules filles diploïdes. Chaque cellule fille d'entre eux se divise en deux cellules haploïdes puisqu'elle contient deux chromosomes qui ne sont pas semblables. C'est pour cela qu'un spermatozoïde ou une ovule contient 23 chromosomes chacun. Par la suite, après le concept de la méiose, on va avoir le concept de la mitose. Donc ça, c'est différent. Donc ces cellules filles-là qu'on a vues ici vont se séparer et puis donner naissance à d'autres cellules. Donc qu'est-ce qui arrive dans chacune de ces cellules-là? On a un noyau. Et dans chacun de ces noyaux-là, on a ce qu'on appelle des gènes. Donc le bagage génétique est donné par la mère et par le père. Donc, on demande l'importance de la génétique dans l'histoire des Tituba.
Donc, on sait que c'est très, très important pour sa mère le fait que Tituba soit à moitié blanche, puisque ça lui rappelle les mauvais souvenirs de son séjour passé sur le pont du Christ the King. Donc, dans le fond, si on parle biologiquement, Tituba est métisse. Donc, elle a la moitié de ses gènes proviennent d'un blanc et la moitié de ses gènes proviennent d'une personne noire. Donc, les gènes dominants sont ceux de sa mère et ceux récessifs sont ceux de son père. Par contre, comme dans l'extrait qu'on a pu vous lire précédemment, on voit que Tituba a à peine la peau rougeâtre et les cheveux carrément crépus. Donc, le fait que Tituba ait la peau plus pâle, c'est dû à son père, et le fait que ses cheveux soient crépus sont dus à sa mère. Mais on se pose la question, quelle est l'importance des gènes dans l'histoire? Alors, ces gènes blancs font que sa mère l'aime un petit peu moins au début, puisqu'elle lui rappelle évidemment son viol, et les gènes noirs... À cause du phénotype qui apparaît de résultat des gènes. En effet. Donc, les phénotypes disent donc aux gens qu'elle est noire. Donc, les phénotypes, c'est les caractéristiques des gènes qui sont apparents à l'extérieur du corps. Donc, c'est ça. Donc, le fait qu'elle ait des gènes noirs a aussi été comme un handicap dans sa vie, puisque à cette époque-là, sa couleur noire lui confinait une position inférieure par rapport à celle des Blancs, et puis ça a aussi enlevé de sa crédibilité lorsqu'elle affirmait qu'elle n'était pas une sorcière. Par contre, les Blancs ont été portés à croire autrement, vu qu'elle était noire. Finalement, parlons des figures de style de cet extrait. Alors, on mentionne le blanc, qui aurait été le géniteur de Tituba. Donc, on dit le blanc, mais on sait très bien que c'est une métonymie puisqu'on parle de l'homme blanc. Donc, en disant le blanc, ça réduit sa valeur et puis ça lui donne beaucoup moins d'importance dans l'histoire. Ensuite, on a l'antithèse entre possédé et Christ the King. Donc, on sait que possédé a une connotation négative puisqu'on parle de Satan, tandis que Christ the King, le nom du bateau, a rapport avec Dieu. Donc, on a mis dans la même phrase un mot par rapport à Satan et un mot par rapport à Dieu. Donc ça, on voit que c'est une antithèse par rapport à ces deux mots-là. Ensuite, on a le pléonasme, donc entre les termes cercle de marine et voyeur obscène. Donc, on voit que c'est une répétition et puis que ces ensembles de termes-là veulent dire la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté voyeur obscène? C'est pour dire en fait que ce cercle de marins-là s'est délecté de l'acte barbare qui a été commis et puis qu'ils n'ont absolument rien fait. Donc, ils ont juste regardé et apprécié l'acte qui était, ma foi, très mauvais. Donc, Marie Scondé essaie de mettre l'accent sur le fait que les marins n'ont absolument rien fait et puis qu'ils étaient totalement, ils étaient très méchants avec elle parce qu'ils n'ont absolument rien dit. Finalement, la périphrase, donc on voit que Marie Scondé a utilisé le terme remettre en esprit au lieu de rappeler. Donc, on voit que esprit a une connotation religieuse, donc d'après nous, c'est pourquoi elle aurait utilisé ces termes-là à la place de rappeler. Donc, finalement, est-ce réaliste ou non? Parfaitement, Marie Scondé est réaliste en ce qui concerne les gènes, et cela est approuvé avec la théorie de la génétique mendélienne en ce qui concerne les gènes dominants et les gènes récessifs. Maintenant, est-ce justifiable et utile? Donc, évidemment, le traumatisme pour la mère, Abena, est très comprenable puisque Tituba est le résultat d'une agression et donc c'est un très mauvais souvenir pour elle et puis il s'est démontré les mères des enfants qui sont le produit d'un viol évidemment ont une affection moins grande pour eux. Et puis est-ce utile dans l'histoire? Évidemment c'est utile dans l'histoire parce que sans ce viol-là, Tituba n'aurait jamais existé et puis l'histoire n'aurait pas eu lieu. En plus, le fait d'être une esclave noire la rend encore moins crédible. Par exemple, dans la page 175, le docteur Zerubbabel avait inventé un médicament ridicule qui ressemble tout à fait à une potion de sorcière. Pourtant, on fait plus confiance à lui qu'à Tituba, malgré le fait qu'elle avait prouvé à plusieurs reprises l'efficacité de ses connaissances. Parce que le monde pense que le médicament est son passeport pour étudier à Harvard, donc il doit être très scientifique. Un autre lien qu'on peut établir donc entre le roman de Marie Scondé et notre discipline est que si l'altérité de la société, comme une esclave noire, possède un savoir scientifique, même si c'est exact, on va se méfier et la traiter de sorcière. Par contre, si le savoir scientifique est bien vu entre les mains d'un représentant du côté culture, comme l'Église ou un homme blanc, peu importe si cette connaissance est vraie ou non, on va le croire. La même chose s'applique aujourd'hui. Par exemple, le scientifique célèbre Stephen Hawking a récemment prédit que l'espèce humaine sera extincte dans pas plus de 1000 ans, à moins qu'il migre dans une autre planète.
On en parle beaucoup dans les médias sociaux et dans les revues scientifiques. Pourtant, il n'a fourni aucune étude ou preuve. On le croit juste parce qu'il est Stephen Hawking. Si un scientifique ou un laboratoire environnementaliste mineur conclut la même chose, même avec des preuves, on n'en parlera probablement pas parce que prédire comment l'état de la planète et de l'humanité dans 1000 ans est juste ridicule. Pour terminer, le lien principal entre la biologie et l'œuvre de Maryse Condé est la connaissance de la nature, chose très mal vue à l'époque puisqu'elle se rangeait du côté de la nature désordonnée. Prenons l'exemple d'un fait réel des mêmes années que Tituba. Au XVIIe siècle, Galilée, un chercheur italien, a affirmé que la Terre était ronde, ce qui allait dans le sens contraire des conventions du clergé et des gens de l'époque. Cette nouvelle approche lui a valu une peine d'emprisonnement. Aujourd'hui, on peut réaliser qu'il avait bel et bien raison et que la connaissance de la nature était chose très mal vue à l'époque de Tituba.